sama càmmiñ dalal jàmm ak salaam. Nitienu. Newongo. Bere. Audanse. Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique raconté par ses enfants. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, je reçois Guylaine qui réside au Luxembourg. Pour Guylaine, même loin d'Afrique, chacun peut œuvrer pour un essor commun. Née à Paris de parents camerounais, Guylaine n'attend pas la fin de ses études pour s'engager dans la promotion du continent au travers d'une page Facebook et d'un engagement associatif. Elle milite pour la visibilité de l'excellence africaine. Après une carrière en finance, elle décide de se mettre au service de sa communauté, cette fois en tant que coach en gestion de stress. Membre fondateur de Katibi, qui est un groupe d'échange des entrepreneurs noirs, elle est aussi membre du groupe PPCB et prône l'intelligence financière comme levier de développement. Donc on va y aller, si tu es prête. Les voix derrière. Attends, ils vont redescendre, je sais pas combien de temps. Tu vas peut-être pas les entendre là. On peut entendre des bruits derrière, mais c'est des bruits de vie. On est en famille, on va faire comment? Donc parfois... Ok, bon, ça va alors. Ok, Voilà. Donc, je suis Guylaine Suisseux. J'ai 36 ans, née à Paris. Je réside aujourd'hui au Luxembourg. Ça fait une dizaine d'années. Mariée, maman de 2 enfants. J'ai un parcours universitaire. J'ai fait une formation en statistique pour la finance. J'ai 8 ans d'expérience en banque. Et à côté de ça, j'ai toujours été motivée par la volonté de rendre visibles les actions de la communauté afro en Europe. Ça s'est motivé aussi par les multiples expériences que j'ai eu à avoir par rapport au rapport qu'ont les Noirs en Europe, que ce soit en France et puis après au Luxembourg. C'est pas toujours évident. On manque beaucoup de visibilité, aussi bien dans les médias qu'au niveau du travail, qu'au niveau de la progression au sein d'une entreprise. Donc, c'est beaucoup de remises en question qui ont fait que je me lance dans la vie associative pour donc donner une image positive à la communauté noire. Ce qui motive aussi toutes mes petites actions que je peux faire à côté du boulot. Et en 2015 que je lance l'association Kweni au Luxembourg, qui a pour volonté de montrer les habitudes des femmes afro, au niveau du cheveu, de la peau, de la culture, et de rendre visibles les Noirs au Luxembourg et autour dans la grande région. On était au sein de l'association 7 femmes, camerounaises et congolaises, mais travaillant toutes à côté. On n'était pas à plein temps dans l'association non plus, mais de temps en temps, on faisait des petits ateliers. On participait aux événements culturels du pays, notamment le festival de l'immigration. Et de temps en temps, on participe aussi à certaines conférences. La dernière à laquelle on a participé, c'est Being Black in Europe. Donc, on fait des petites actions dès qu'on peut. À côté de ça aussi, j'ai initié un groupe. C'est pas une association, c'est juste un groupement de personnes afro qui s'appelle Katibi. Le KT pour qui vient de Kemet, les personnes de la terre noire, et B pour Black Economic Empowerment. Dans ce groupe, on partage beaucoup sur l'entrepreneuriat initié par les personnes noires, dans l'objectif de montrer qu'on peut faire des choses bien, et toujours dans l'objectif de motiver les troupes. L'objectif de faire les choses bien revient souvent dans ton explication. Est-ce que tu as l'impression que ce qu'on fait souvent, on a tendance à croire que c'est mal fait? Pas qu'on a tendance à croire que c'est mal fait, c'est que tellement on nous montre une image négative du noir. Je parle surtout pour ceux qui vivent en Europe. Ce qu'on voit à la télé, c'est quand il y a une médiatisation, c'est le noir qu'on a arrêté pour cause de vol, de drogue. C'est l'Afrique qui a faim, c'est l'Afrique qui est en guerre. Et l'image de l'Afrique en guerre ou qui a faim renvoie aussi l'image du noir qui est hors de l'Afrique. Ce qui fait que c'est cette image-là qui est médiatisée et c'est cette image que les gens ont de nous. Et pour montrer et qui finit par être vrai pour certains noirs. Et donc, ça déteint sur certains noirs qui évoluent hors de l'Afrique et ils se disent qu'ils ne peuvent pas faire autre chose
que ce qu'ils font ou qu'ils prennent ce qu'on leur donne. Ils ne demandent pas plus, ils ne cherchent pas à avoir plus. Comme ils n'ont pas la visibilité sur des personnes d'excellence noires ou pas assez, il n'y a pas assez de visibilité. Et on en a, ces dernières années, on en a de plus en plus. Il y a pas mal de clubs qui essaient de mettre en avant des personnes noires pour que des enfants puissent s'identifier et puissent vraiment rêver, quoi. Que oui, nous aussi, on peut arriver à des choses bien. Il y a des Noirs qui ont fait des choses excellentes, mais qui le sait? Celui qui le sait, c'est celui uniquement qui va faire des recherches. Il ne va pas allumer sa télé, il va entendre ça à la télévision. Non, aucune chaîne européenne ne propulse ce genre de message. C'est pour ça que toutes mes actions tournent autour de ça. Qu'est-ce que toi tu y gagnes en tant que... Je gagne à participer à réduire la pauvreté financière et la pauvreté d'esprit. C'est ça que je gagne. C'est difficile quand on parle de finances au sein de la communauté noire parce que déjà, il y a une école financière qu'on n'a pas, il faut se dire, parce que on vit d'une certaine façon chez nous. Je vais prendre le cas du Cameroun où on peut transposer aux autres pays africains. On a cet aspect social qui est très important et qui dépasse souvent l'aspect financier. Or, tout est autour de l'argent. Quand on aura des deuils, quand on aura des événements heureux ou malheureux, tout tourne autour de l'argent. Et très souvent, on dépense sans compter chez nous. Parce qu'on va se dire, je dépense aujourd'hui, demain j'aurai. On ne va pas calculer comment est-ce que j'aurai demain. On va pas réduire ce qu'on va dépenser aujourd'hui en gardant un peu pour demain. Non, on va dépenser ce que notre cœur nous dit de dépenser pour cet événement-là. Et on va pas penser à comment est-ce qu'on va avoir l'argent qu'on va avoir demain. Ça, c'est systématique dans la communauté. Et c'est ça qui fait souvent en sorte que il y aura un problème d'épargne qui va se poser. Il y aura un problème quand on aura envie de faire des projets, on n'aura pas les fonds nécessaires parce qu'on n'a pas pensé à ces fonds-là. On n'y a pas pensé. On va avoir des idées, mais on n'a pas pensé à garder ces fonds pour ce projet-là. C'est une éducation financière qui est rare au sein de la communauté afro et qui commence, je pense, à poser problème. Et donc, il y a pas mal de personnes qui essaient de travailler dessus. Et les gens qui partagent leur expérience, comment ils ont fait pour lancer telle ou telle activité, ça permet aussi aux autres d'apprendre sur cet aspect financier-là. Comment tu arrives finalement d'un groupe que tu crées sur Facebook à ce groupe sur WhatsApp? Alors, je suis pas seule. On est 4 aujourd'hui à gérer les différentes plateformes. Au fil des années, on se rend compte que on a commencé juste à partager les entreprises qui se faisaient en Afrique ou en Europe, mais on se rend compte que aussi les gens partagent entre eux ce qu'ils font de leur commerce. Donc, du coup, ça devient une plateforme de marketing parce que je vais par exemple faire des petits accessoires de beauté, je vais me présenter, je vais dire que voilà ce que je fais. Une autre personne va se présenter dans l'immobilier, une autre personne va se présenter, il est écrivain, une autre personne va se présenter, elle est cuistot. Donc, il y a vraiment de tout, des produits pour cheveux afro, d'autres c'est pour la crème. Donc, il y a vraiment un échange au sein de ce groupe sur ce qu'on fait, ce qui se fait. Et il y a aussi bien des entrepreneurs que des étudiants dans ce groupe. Donc, il y a vraiment un partage d'expérience. Et quand quelqu'un a une problématique, il va poser la question. En général, il a la réponse très rapidement quand dans le groupe, il y a personne adéquate pour répondre. Et comment te vient l'idée du partage? Déjà, moi, je partage spontanément l'information que j'ai. Nous n'avons pas tous la capacité d'avoir accès à certaines formations. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à certaines formations. Et côtoyant la communauté noire, je me rends compte que beaucoup n'ont pas accès aux mêmes formations. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué depuis mon enfance. Et du coup, je me dis, je vais transférer. Ça a commencé en aidant une cousine à payer ses frais de fac, ses frais d'appartement. Ça a commencé, c'est là où j'ai commencé à agir, en fait. J'étais à la fac. Moi, j'avais la bourse et elle m'appelle. C'est vraiment insalubre où je vis. Je n'en peux plus, vraiment. Et
Et papa dit qu'il va arrêter de payer mes frais de la fac et il me demande d'arrêter la licence et que j'aille me marier. J'ai eu un déclic dans ma tête. J'ai dit, OK, moi j'ai la bourse ici et j'ai un petit boulot. J'ai décidé de prendre les frais de ma bourse que je lui envoyais tous les mois. J'ai pas réfléchi à la réduction d'entrée d'argent que j'allais avoir à cette époque-là. J'ai dit, ce n'est parce que rien que le fait que j'ai entendu, papa a dit que je dois arrêter en licence, qu'il n'a plus l'argent pour que je continue et que je me trouve un mari, ça a fait ting. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est pas possible. J'ai pas réfléchi à si je devais appeler son père ou si je devais appeler qui ou si je devais demander à ma mère l'auto. Non, je l'ai fait spontanément. Pourquoi? Je me suis dit, si je l'aide, si son rêve à elle, c'était de finir sa formation de professeur et d'enseigner, elle l'a fini, elle allait jusqu'au bout de sa formation, donc elle a traversé la licence et aujourd'hui elle est professeure et aujourd'hui ça m'a permis de faire quoi? De faire que demain elle ne soit pas parmi ceux qui passent le temps à demander de l'argent ou à dépendre d'un mari financièrement. Non, elle est parmi ceux qui aident aussi aujourd'hui. Et elle est contente. Aujourd'hui, j'en suis fière. Ça a commencé avec elle, mais ça a suivi avec d'autres. Et c'est de là que c'est parti. J'ai voulu donc multiplier ça au maximum. Mais je ne pouvais pas le multiplier toujours de mes poches. Donc, certains, oui, je l'ai fait de mes poches pour certains. Donc, l'idée a été de leur donner de quoi avoir accès à la formation nécessaire pour faire ce qu'ils veulent faire. Ce que je pouvais, j'ai fait. Mais ce que je ne pouvais pas, j'ai donc multiplié ça par les réseaux sociaux. Parce que ça me coûte juste le prix d'une connexion Internet et ça me coûte juste le prix de mon temps, un peu de fatigue, mais ça ne coûte pas de l'argent. Et donc, avec ça, ça me permet de multiplier, de créer des connexions. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Pour moi, je participe à réduire à la fois la pauvreté financière et la pauvreté mentale. C'est le plus gros problème, c'est là-dedans. C'est la pauvreté d'esprit. Plus on est pauvre dans la tête, plus on sera pauvre financièrement. Et c'est ça que je veux participer à réduire ça. Quand vous commencez à partager, vous avez des retours positifs et négatifs. Vous aurez des retours positifs qui vous feront plaisir. Vous aurez des retours négatifs, parfois pas directement, indirectement, car aux oreilles du genre elle a rien d'autre à faire, de quoi elle se mêle ou pourquoi est-ce qu'elle partage, qu'est-ce qu'elle gagne derrière. Parce qu'on va revenir toujours à l'aspect financier, genre directement, qu'est-ce qu'elle gagne. Directement, je ne gagne rien. Financièrement, je ne gagne pas un centime. Quand je passe mon temps à diffuser le message que j'ai appris hier ou avant-hier ou il y a quelques années à retransmettre, je ne gagne rien financièrement. Mais ce que je gagne, c'est la possibilité à d'autres personnes à avoir accès à l'information et à leur faire sourire. Ça me fait plaisir et ça, c'est ça que je gagne. Et je me suis dit, il faut donc multiplier ça. En prenant exemple aussi sur des autres. Il y a eu sur Facebook, on voit tous les jours des personnes qui partagent. En prenant ces exemples sur les autres, on dit, mais ils partagent. Mais quand ils partagent leurs problématiques. Ils partagent ce qui leur tient à cœur, ce qu'ils trouvent. Je dis, mais qui partage donc pour nous, Afro? On se plaint qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas ça, mais personne ne va résoudre notre problème à notre place. Et pour ça, il faut avoir accès à l'information. Quand on ne sait pas, quand on est ignorant, on n'initie rien. On ne crée rien. Quand on ne se pose pas de questions, on ne crée rien également. S'il n'y avait pas des gens qui se posaient des questions, il n'y aurait pas d'innovation, il y aurait rien. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par m'intéresser au partage et au fil des années, l'année passée, j'ai décidé de prendre des cours de coaching parce qu'il y a des choses que je fais spontanément, mais quand tu ajoutes un peu de technique, ça change beaucoup la donne des choses. Et je m'intéresse aussi spécifiquement à la façon de penser des gens, aux relations humaines. C'est pour ça que mes cours de coaching ont été orientés vers la spécialisation en gestion de stress. Parce que c'est tout ça qui va faire en sorte, c'est la façon dont on gère nos émotions qui fera en sorte qu'on puisse agir, être proactif dans certains cas et savoir réagir de façon positive dans d'autres cas.
Mais très peu de personnes savent gérer leurs émotions. Ça, il ne s'agit pas que de la communauté afro, ça c'est pour tout être humain. Très peu de personnes arrivent à maîtriser leurs émotions pour prendre des actions qui les mènent vers le haut. Ton action est très, on va dire, afro-centrée. Et quelles sont tes relations aujourd'hui justement avec le continent africain? Avec le continent africain, j'ai surtout des relations avec le Cameroun, qui est mon pays d'origine, le pays de mes parents en tout cas, et mon pays aussi. Et je me sens camerounaise, aussi bien camerounaise que française. Et donc, je vais régulièrement ou dès que je peux au Cameroun, parce que dès que tu arrives, tu n'as pas le regard que tu as ici. Tu as un regard, tu te sens chez toi, mais en même temps, tu n'es pas chez toi parce que tu as une bonne partie de ta vie que tu as faite hors du continent. Donc, tu ne maîtrises pas les codes locaux. Donc, ce que j'essaie de faire quand j'arrive au Cameroun, c'est de m'imprégner autant que possible des choses qui se font sur place et aussi de voir ce qui se fait sur place par rapport à l'évolution du monde. On se rend compte que au Cameroun et aussi bien dans les pays, dans d'autres pays africains de l'Afrique subsaharienne, quand on regarde sur YouTube et tout, il y a pas mal d'avancées au niveau technologique, au niveau même financier. Moi, je vois à chaque fois que je rentre, j'ai l'impression, du moins c'est une impression, j'ai pas de statistiques claires, qu'il y a tout de même déjà la population est très jeune. La population est très, très jeune au Cameroun et il y a une population qui a, comment dire, progressé dans la façon de faire les choses. Je peux parler de progrès, ça peut peut-être choquer, mais on est amené à évoluer avec aussi l'évolution du temps, de tout ce qui se passe. Mais on voit quand on rentre qu'on n'a plus ce choc immense entre l'Europe et l'Afrique. On se rend compte que, surtout par exemple au niveau technologique, on a l'impression que ça évolue au même niveau. Maintenant, si je prends l'exemple du Cameroun, le taux de pénétration d'Internet n'est pas le même qu'en Europe, c'est sûr. Mais de plus en plus, des gens sont connectés. La problématique que moi je vois, ils ne sont pas connectés pour des raisons qui leur font grandir. Ils vont être connectés, mais ils vont être cantonnés à des plateformes comme Facebook ou YouTube, qui va uniquement leur fournir du divertissement. Très peu d'entre eux vont être connectés pour avoir l'information qui va leur faire permettre de grandir dans leur projet. Et on revient encore à l'information, à comment s'informer, à comment avoir ce qui vous permet d'avancer. Mais tout ça, c'est aussi un manque de réelle connexion. Comment dire ça? Si l'information reste juste dans une bulle, à un certain niveau, ça ne descend jamais et que si ce qu'on diffuse n'est que des distractions, eh ben, la population qui ne regarde que la distraction se dit que ce n'est que comme ça que les choses devraient se faire. Quand ils ne découvrent pas autre chose, ils n'ont pas accès à autre chose, ils ne rêvent pas. Mais heureusement, en rentrant tout le temps, je me rends compte quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui influencent en ce sens-là. Il y a des personnes qui motivent, qui créent des petits ateliers assez régulièrement maintenant au Cameroun. Moi, je le vois de loin ou de près. Des gens qui créent des ateliers pour parler de l'entrepreneuriat, pour motiver les jeunes, pour leur expliquer comment transformer ne serait-ce que la tomate, ou comment prendre les choses que vous avez, comment commencer une entreprise avec presque rien. Et c'est des choses qui motivent aussi, qui vont motiver une partie de la population. Parce que l'être humain est comme ça, tout le monde n'a pas envie de souffrir pour gagner son argent. Toi, tu investis au pays, il y a des choses que tu fais sur place? Je m'investis surtout moi pour l'instant. Investir financièrement, c'est pas encore ça. Du moins, c'est pas encore tel que je peux. C'est une question de moyens aussi, mais je m'investis, moi, ma personne, oui, tant que je peux, à partager ce que j'ai appris aux autres. Et avec Marjolaine Dicoué, on est associé sur le parcours personnel de confiance business. On a fait une première expérience il y a quelques mois à Douala où on a donné un atelier et c'était un échange très intéressant et on s'est rendu compte que
la vision pour un même business, la manière dont vous pensez le business en Europe, vous devez l'adapter au niveau de l'Afrique. Parce que déjà, le pouvoir financier n'est pas le même et ça change automatiquement l'offre que vous pouvez apporter d'un côté ou de l'autre. Et les attentes aussi ne sont pas les mêmes. Et ça nous permet donc de réfléchir à repenser notre offre et de pouvoir l'adapter au niveau du Cameroun et ailleurs si possible. Et il y a pas longtemps, j'ai initié 6 vidéos qui vont être partagées dès que ce sera terminé sur 6 entrepreneurs qui sont rentrés au Cameroun et qui initient des choses pour faire le Cameroun de demain. L'idéal serait donc d'avoir ce projet sur d'autres pays de l'Afrique francophone. Ce sont des choses qui se font très bien déjà dans l'Afrique anglophone et donc je me focalise sur l'Afrique francophone parce que je me dis qu'il y a encore quelque chose à faire, il y a encore beaucoup à faire de toute façon. Il y a beaucoup à faire aussi bien au Cameroun que dans toute l'Afrique subsaharienne, notamment au niveau de l'agriculture. Le travail de la terre est devenu tellement rare que si je regarde que le Cameroun, il y a presque tout qui est importé. Et ça fait mal au cœur. On a la terre, on a le climat propice, mais on importe un tas de choses. Pourquoi? Parce que les gens ne travaillent pas la terre. Du moins pas assez. On pourrait produire plus que ça, mais on ne la travaille pas assez. Et il y a pas mal d'organismes qui font justement des sensibilisations là-dessus et qui invitent aussi les personnes de la diaspora à acheter des terres agricoles, à faire travailler des jeunes pour produire plus dans le pays. Je pense qu'on a besoin de clarifier le fait que tu aies laissé le monde du salariat, que ça soit clair pour la personne qui écoute. J'ai arrêté de travailler en 2020 pour, suivre cette formation. Déjà, j'ai eu pas mal de pourquoi laisser le boulot? Autour de vous, vous avez votre boulot, vous l'aimez bien, mais à un moment donné, peut-être vous ne vous sentez plus à l'aise. Les relations avec les managers, tout ça, ça commence à se corser parce que vous ne vous sentez plus à l'aise. Ou ce dont encore vous aspirez au sein des entreprises, vous n'y avez pas accès ou ça n'arrive pas au moment où vous en avez besoin. Donc, vous commencez à vous remettre en question. Et en parallèle, vous faites des choses qui vous stimulent plus. Et donc, on commence à se poser des questions. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce serait pas bien que je fasse une formation? Mais faire une formation en étant employé à temps plein et en étant marié avec 2 enfants, ça fait beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, il faut laisser quelque chose. Et sur ces 3 choses-là, j'ai choisi le boulot, poursuivre une formation et continuer à être mariée et maman. Donc, oui, ça n'a pas été facile même pour mon entourage. Mais si vous attendez l'approbation des autres, vous n'avancez pas. C'est très difficile à faire, c'est très compliqué, mais c'est la route pour arriver à avoir le sourire et avancer dans votre projet personnel. Malheureusement, c'est cette route-là qui n'est pas souvent montrée. Beaucoup ont dû voir cet iceberg où on voit qu'un petit bout et on ne voit pas le gros bout qui est en dessous. Oui, parce que ce qui est en dessous, c'est difficile, c'est un chemin rempli de cailloux, mais avec un peu de communication, d'organisation, on arrive à traverser progressivement ces petits embûches-là. On n'arrive pas à la réussite tout de suite, c'est difficile. Et même au cours du parcours, vous n'avez plus la même rentrée financière. Donc, vous vous demandez, est-ce que c'est pas mieux que je reprenne quand même un peu le boulot? Non, je vais peut-être quand même encore chercher du boulot, le faire pendant quelques temps. Mais voilà, après, chacun doit trouver à sa sauce. Et là, je me pose encore la question. Si ça se trouve, je retrouverai du boulot d'ici là. Mais ce sera différent parce que j'aurai fini ma formation, j'aurai lancé ce que j'ai envie de lancer. Et en reprenant le boulot, j'aurai cette satisfaction en moi. Je suis passée par tout ça et jusqu'à présent, je passe encore par des turbulences. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Mais pourquoi elle quitte une chose aussi sérieuse pour aller se lancer dans ce truc où personne ne sait qu'est-ce qu'il y a dedans, du coaching?
du coaching et on vous compare à des pastos, comme certains m'appellent maintenant. Donc, à des gens qui prêchent la bonne parole. Et donc, pour beaucoup, c'est quelque chose qui ne rapporte pas de l'argent. Et donc, c'est insensé de quitter un poste où tu travailles dans une banque et pour un avenir avec beaucoup de peut-être. Est-ce que le coaching est compris? Est-ce qu'on est au clair avec le rôle du coaching? Je ne sais pas si tous le comprennent, mais ça, c'est tout le monde, africain ou pas. Il y a encore beaucoup qui ne savent pas à quoi sert un coach, à part un coach sportif. Par contre, quand vous parlez de coach sportif, tout de suite, on sait à quoi va servir un coach sportif. Mais un coach en développement personnel est encore très mal perçu par certains parce qu'on se dit qu'on n'en a pas besoin. En Afrique, on se dit, je vais appeler ma mère, je vais appeler ma tante, je vais appeler quelqu'un qui a déjà fait son expérience. Le coaching, c'est pas un partage d'expérience. C'est quelqu'un qui va répondre à votre besoin et qui va vous amener d'un point à un autre. Il va vous accompagner pendant un temps défini. Il va pas vous influencer. Il va juste vous donner des outils pour arriver à ce que vous voulez arriver. C'est ça le travail d'un coach. Et ceux qui l'ont compris font appel à des coachs. Mais ceux qui l'ont pas compris vont juste écouter et ils vont être nuancés entre l'influenceur et le coach. Le coach, il va certainement influencer des gens autour de lui par sa façon de faire, parce que il aura une autre approche de certaines problématiques. Il ne va pas prendre les choses de la même façon. Oui, ce sera une influence naturelle. Progressivement, il y a pas mal de coachs, justement, en rentrant, je regarde ça au Cameroun, il y a des, moi, je vois qu'il y a de plus en plus quand même des structures qui sont là, ce sont des coachs qui accompagnent des entreprises dans le marketing. Et voilà. Mais très souvent aussi, ça se mélange avec du consulting. Et voilà. Donc, du coup, la profession en elle-même est un peu biaisée. Mais au fur et à mesure, je pense que les gens font appel au coach et ça se développera. On a tous besoin, surtout avec cette crise qu'on est en train de traverser. Les gens se reconstruisent. Les gens ne savent pas quoi faire. Si je prends le cas de l'Europe, beaucoup sont en train de travailler chez eux. Beaucoup se demandent si c'est nécessaire de retourner au boulot. Mais est-ce que tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui et non. Parce que cette partie difficile qu'il y a sur le chemin de l'entrepreneur, tout le monde ne peut pas le supporter. Être salarié permet d'atténuer cette partie difficile-là. On peut bien sûr également entreprendre en étant salarié. Mais comment le faire? C'est justement travailler sur la communication au boulot pour pouvoir entreprendre en étant salarié. Mais entreprendre au sein de l'entreprise. Bien sûr, vous n'entreprenez pas pour votre idée, mais vous allez peut-être entreprendre pour passer d'un poste à un autre. Autant de choses que certaines personnes ont besoin d'accompagnement pour le faire. Aujourd'hui, tu es sur le pan de l'entrepreneuriat, tu veux accompagner des entrepreneurs. Comment tu vois ton développement? Comment tu vas y arriver selon toi, ton plan, si tout marche bien? Oui, j'ai envie que tout marche bien. Hein. C'est pas évident parce que justement, on réfléchit à comment présenter cette discipline, comment aborder les gens et leur parler du coaching, leur montrer les bienfaits. Moi, je m'intéresse particulièrement à la gestion du stress, au savoir-être. Gestion du stress aussi, c'est souvent équivalent à comment se comporter avec l'autre. Parce que vous arrivez à mieux gérer vos émotions en fonction de l'attitude que vous adoptez avec autrui. Ça change la donne de beaucoup de choses. Comment partager ça aux gens? Comment les amener à comprendre qu'ils ont tout en eux, en fait. Parfois, on attend beaucoup de choses de l'extérieur, mais toute flamme est à l'intérieur. Elle commence là-dedans. Mais il faut savoir que vous l'avez. L'objectif final est que chacun d'entre nous puisse être convaincu qu'il peut gagner sa vie de façon à ne pas dépendre de quelqu'un. Si je parle particulièrement de l'Africain. C'est très facile de demander est-ce que tu peux me donner
Mais ce n'est pas facile de dire qu'est-ce que je peux faire avec le moyen que j'ai. Je veux être professeur. Qu'est-ce que je dois faire pour être professeur? Est-ce que j'ai accès à ce que je dois faire pour être professeur? Je veux être styliste. Qu'est-ce que je dois faire pour être styliste? Quel comportement je dois adapter? Quelle façon je dois communiquer pour être présentatrice télé? Quelle posture je dois avoir? Je veux être chef d'entreprise. Je veux être le PDG de telle société. Comment je fais pour entrer dans cette société? Est-ce que j'ai tous les éléments pour? Tout ceci passe par des formations, que ce soit la formation classique qu'on connaît, avoir le bac, aller à l'université, ou une formation juste temporaire pour obtenir un certificat qui te permet de faire quelque chose. Tout ceci passe par la formation. Donner le goût aux gens de se former, d'avoir accès à la connaissance. Ça, c'est l'objectif principal. Savoir que on ne sait pas tout, on a toujours quelque chose à apprendre. Et plus on apprend, mieux on se porte. Et parfois, en voyant tout ça, parfois tu penses à rentrer. Ah oui, je pense à rentrer depuis bien des années aujourd'hui. Pourquoi ce n'est pas encore fait? Parce que tu penses à rentrer, mais quand tu fais des allers-retours, tu analyses le terrain. Parfois, tu n'as pas forcément le temps d'analyser le terrain parce qu'une fois sur place, au départ, tu fais des allers-retours, mais tes premiers retours, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir la famille, les fêtes, les deuils. Il y a toujours des événements qui vont t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Donc, mes premiers retours n'ont pas participé à faire une réelle analyse du terrain. Ce n'est que ces dernières années où vraiment, quand je rentre, je me focalise sur l'analyse du terrain. Et certains diraient, pourquoi tu passes pas par des agences? Parce que réellement, il y a déjà ce problème de confiance. Passer par des agences, tu n'as pas confiance aux résultats qu'ils vont te donner. Et tu n'as même pas l'information de quelle agence par laquelle tu vas passer pour te faire aider sur cette analyse de terrain. Et donc, tu le fais par toi-même. Et quand tu le fais par toi-même, ça entraîne quoi? C'est que quand tu rentres, tu ne vas plus rencontrer la famille. Et ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes. Elle se prend pour qui? Elle est venue, elle est repartie sans me voir. Mais tu es obligé de passer par là pour concrétiser ton retour progressif. Et quand tu es seul, le travail de la personne qui est seule pour rentrer, s'il veut rentrer en Afrique, et la personne qui est mariée avec enfant est complètement différent. Parce que quand tu es marié avec enfant, tu dois aussi participer à convaincre l'autre de ta volonté de rentrer. Tu veux rentrer, mais l'autre ne veut pas rentrer. Vous faites quoi? Voilà, il y a toujours des avantages et inconvénients à être dans une partie du monde. Alors, mais pourquoi aller là-bas? Pourquoi vivre là-bas? Est-il nécessaire? Et tu passes par plusieurs questions. Est-il nécessaire de vivre là-bas? Tu peux juste continuer à faire tes allers-retours. On peut dire, j'ai envie de rentrer, oui, mais c'est pas facile de rentrer parce que c'est une autre façon de faire. C'est d'autres codes que toi-même, en tant que noir, tu n'as plus ou que tu n'as jamais eu. Donc, tu ne verras jamais les choses de leur façon. Alors, comment trouver le truc qui va te permettre de dire, OK, je participe quand même à quelque chose, que je sois sur le terrain ou pas. Mais c'est aussi possible de faire des choses à distance. C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de faire quelque chose pour l'Afrique et qui n'a pas la capacité de supporter la façon de faire du continent, il peut dire, je prends une partie de mon argent que j'investis dans des structures là-bas. Là, il aurait donné un coup de pouce, par exemple, à un entrepreneur qui n'a pas assez de fonds pour se réaliser. Il dit, OK, je prends une partie de mon épargne, j'injecte dans l'entreprise dans un pays en Afrique et là, je participe au développement indirectement. Ça, il peut le faire. Maintenant, si vous avez de l'énergie à revendre, vous faites des allers-retours. Donc, vous allez le faire aussi bien à distance que sur le terrain. Moi, j'aimerais bien rentrer. Maintenant, c'est pas évident avec tout ce qu'il y a autour de moi. Tout ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui bloque le plus dans le fait de rentrer là en ce moment? Quelle est la problématique bloquante dans le fait de rentrer en ce moment? Il y a le point de vue familial, il y a le point de vue financier
Voilà. Et quand je dis familial, c'est aussi bien famille ici que famille là-bas. Ils n'ont pas forcément envie de vous voir rentrer. Parce que dans la tête, quand vous êtes de l'autre côté, c'est mieux. En quoi c'est mieux? C'est mieux parce que on pourra toujours vous appeler pour quelques euros que vous allez envoyer. Si vous revenez pour vous mettre dans la même problématique qu'eux, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu penses transmettre comme valeur aujourd'hui? Ou qu'est-ce que tu souhaites transmettre comme valeur? Ce à quoi tu travailles? Moi, en tout cas, je travaille à incarner la femme noire qui a la tête sur ses épaules, en toutes circonstances. Je travaille à incarner la femme noire qui prend une décision et qui est consciente des avantages et des inconvénients de cette décision-là. Je travaille autour de moi à transmettre aux personnes noires de travailler, de ne pas être dans l'attente et de travailler à avoir des relations gagnant-gagnant, de travailler à éviter les relations où ils vont se faire passer pour des larbins. Moi, j'ai pas vécu l'esclavage, je n'ai pas vécu la colonisation, mais je subis et toute une génération continue de subir. Et pour subir ça de manière positive, j'adopte une attitude et je m'informe au maximum sur cette époque-là pour comprendre ce qui n'a pas marché et ce qui pourrait changer la donne. Ce qui pourrait faire que le noir dans le monde entier soit enfin vu comme un être humain. Tout simplement, un être humain, il est libre de penser. Or, même chez nous, on n'est pas libre de penser. Pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi ça devrait être ainsi? On le voit dans l'éducation dès le primaire. Pourquoi on ne développe pas la créativité des enfants en Afrique? Pour quelle raison? On ne développe pas l'imagination et ça se développe par quoi? Seulement le dessin. Commencez à faire dessiner les enfants. Qui prennent quelque chose, ils tracent. Vous le laissez dessiner ce qu'il veut dessiner. Ne l'imposez pas à dessiner ce que vous voulez qu'il dessine. Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas cette créativité-là dans notre communauté, dans notre continent? Pour quelle raison? Et pourtant, c'est ça qui crée le développement du pays. C'est ça qui va faire des entrepreneurs de talent. Moi, je travaille pour ça. Pour que chaque noir soit libre de dire « je veux faire ça et je vais y arriver ». C'est ça que j'ai envie de laisser. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir eu cette idée géniale d'essayer de partager et j'espère qu'elle va aussi être bien accueillie par le public. Et on n'a jamais le temps de tout parler, mais voilà, je reste disponible pour d'autres questions. Merci. Et j'espère que j'ai bien répondu aux questions de façon à bien transmettre. Ce que je prends là, c'est un don de toi, c'est un don que tu fais aux gens qui vont écouter. Que ça soit bien accueilli ou pas, je te rejoins sur un point, c'est que moi, j'aurais fait ma part. Donc, moi, je te remercie déjà pour moi d'avoir pris le temps, d'avoir été disponible et je te remercie par avance pour les gens que ça va aider. Merci beaucoup pour ça, merci pour cette générosité. Nous voilà à la fin de cet épisode avec Guylaine. J'espère que cet épisode vous aura aidé à répondre à certaines de vos questions. Si vous voulez faire partie d'un réseau entrepreneurial, vous pouvez contacter Katibi sur Instagram ou sur Facebook. Si vous voulez entreprendre et voulez éclaircir votre vision entrepreneuriale, vous pouvez contacter PPCB sur leur site internet ou pareil sur Instagram. Si vous avez des questions concernant ce podcast ou si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.